Dans l'ombre des apparences, des drames terrifiants se jouent, où les actes les plus inimaginables naissent dans l'intimité, des frustrations ou de l'obsession. 3 affaires, 3 tragédies marquées par la violence et la manipulation qui révèlent que parfois les pires horreurs prennent racine dans des relations apparemment banales. Ce qui semblait être des vies ordinaires cachaient des secrets sombres, prêts à éclater. Mais qu'est-ce qui a poussé ces individus à franchir la ligne fatidique ? Leur histoire, aussi glaçante que fascinante, ne demande qu'à être dévoilée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous faire une vidéo qui comportera 3 affaires. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement sur notre chaîne et donc j'ai pris soin de chercher 3 affaires qui malheureusement se ressemblent un petit peu et qui parfois ont déjà d'ailleurs été traitées sur Murders Explained il y a des années en arrière. J'espère que ces affaires seront inédites pour vous quand même, ou du moins que la manière dont je les apporterai sera inédite. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez nous soutenir. Et sans plus tarder, on rentre dans la première histoire. Cette histoire prend place en 2016. Alexa Cannon et Louisa Curring se rencontrent pour la première fois en ligne. Cette connexion virtuelle évolue rapidement lorsqu'elles se retrouvent à vivre l'une en face de l'autre dans une résidence universitaire. Leur proximité physique devient le point de départ d'une relation fusionnelle. Dès ce moment, elles deviennent pratiquement inséparables. Les 2 jeunes femmes nouent une amitié étroite et en 2018, elles prennent la décision de franchir une nouvelle étape dans leur lien et emménagent ensemble dans un appartement hors campus. Leur complicité est visible pour tous, notamment sur les réseaux sociaux. Elles partagent régulièrement des photos et des déclarations d'affection mutuelle. Alexa, en particulier, utilisait souvent Instagram pour célébrer leur amitié. Mais derrière ces apparences parfaites, une dynamique plus sombre semblait se dessiner. Alexa était connue pour aimer les fêtes étudiantes, une habitude qu'elle partageait donc avec Louisa. Cependant, ce mode de vie festif a fini par devenir plus qu'occasionnel, s'ancrant dans leur quotidien. Certains messages qu'Alexa publiait sur Twitter ont commencé à éveiller l'inquiétude de ceux qui la suivaient. Un de ses tweets disait par exemple « Qui d'autre a eu des visions étranges dans ses rêves la nuit dernière ? Quelque chose essayait de passer à travers. » Louisa reprend ce message et ajoute une note personnelle. Elle dit des rêves de plus en plus sauvages. Si le sens exact de ces échanges reste mystérieux, ils prennent un ton troublant à la lumière des événements qui vont suivre. Dans un autre tweet, Alexa raconte une anecdote sur la vie quotidienne avec sa coloc. Elle dit « Elle a oublié de payer la facture d'essence, ils ne voudront pas l'allumer avant lundi. Et maintenant, il y a une tempête de neige en route. Eh bien, Dieu merci, je serai là toute la journée. » Donc en vrai, on est sur des anecdotes anodines, mais on a certains tweets quand même qui montrent des émotions un peu plus sombres. Je cite « Je sais que la mort arrive, mais je n'arrive toujours pas à savoir quand. » Et enfin, à peine 2 jours avant le drame, le 20 janvier, Alexa partage une publication sur Facebook laissant entrevoir une lutte intérieure. « J'ai arrêté de me défouler et j'ai commencé à prier. Parce que j'ai pas besoin de sympathie, j'ai besoin de force. » Ces fragments de messages en ligne, avec un mélange de banalité mais aussi d'angoisse, forment une sorte de puzzle assez troublant. Ils dessinent le portrait d'une amitié profonde, mais peut-être aussi complexe, et annoncent, d'une manière voilée, la tragédie qui allait bouleverser leur vie. Ce qui semblait être une amitié inséparable entre Alexa et Louisa prend un tournant tragique, le 24 janvier 2019. Ce jour-là, aux alentours de 7h du matin, des cris perçants résonnent à travers les murs de l'appartement qu'elles partagent. Les voisins, alarmés par les hurlements, tendent l'oreille. La dispute semble s'intensifier. Les éclats de voix deviennent de plus en plus désespérés, jusqu'à ce qu'un mot glaçant soit entendu. Couteau. Inquiets, les voisins composent immédiatement le 911 pour signaler ce qui semble être un grave différend domestique. Quelques dizaines de minutes plus tard, à 7h45, la police arrive sur les lieux. Ils s'attendent à devoir intervenir dans une querelle entre colocataires,
mais ce qu'ils découvrent dépasse de loin ce qu'ils avaient imaginé. À leur arrivée, les officiers frappent à la porte et elle s'ouvre rapidement. Louisa est debout devant eux, elle est couverte de sang. D'un calme étrange, elle se retourne immédiatement, met ses mains derrière son dos et déclare sans hésitation « Arrêtez-moi ». Les policiers lui demandent ce qu'il s'est passé et Louisa dit très clairement et très terrifiamment, ça se dit pas, de manière terrifiante plutôt, « Je l'ai tué ». En pénétrant dans l'appartement, les policiers se retrouvent face à une scène indescriptible. Les murs, les sols, les meubles sont tous recouverts de sang. Ce sont des témoins silencieux de la violence qui s'est produite. Au centre de la pièce, Alexa Cannon gît sur le sol, son corps inanimé, marqué par de multiples blessures. L'horreur atteint son paroxysme lorsque les officiers constatent qu'un couteau de cuisine est encore planté dans la bouche d'Alexa. Des secouristes arrivent rapidement et tentent désespérément de faire quelque chose, mais il est déjà trop tard. Alexa est déclarée morte sur place, tuée par sa meilleure amie. Une inspection plus approfondie de son corps révèle l'ampleur de l'agression. Elle a été poignardée entre 30 et 40 fois, un acte totalement brutal. Louisa est arrêtée sur le champ et elle fait aucun effort pour nier ce qui s'est passé. Elle admet immédiatement être responsable de la mort de sa colocataire et meilleure amie, un aveu qui laisse les enquêteurs sans voix, et je peux les comprendre. Après l'arrestation de Louisa, les enquêteurs se retrouvent face à une question. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de cette jeune femme pour qu'elle tue brutalement sa meilleure amie ? L'enquête policière cherche à reconstituer les événements et à comprendre ce qui s'est passé dans l'appartement partagé par les deux colocataires. Lorsqu'ils fouillent les lieux, les agents découvrent plusieurs éléments troublants. Dans la chambre de Louisa, des pilules, des broyeurs et divers appareils servant à fumer, laissant sous-entendre qu'elle utilisait régulièrement des substances illicites. Dans la cuisine, une mystérieuse substance brune ressemblant à du chocolat est également découverte. Mais la nature exacte de ce produit reste floue. On revient sur la scène macabre où le corps d'Alexa a été retrouvé et la police note un nouveau détail. Son téléphone portable se trouvait sous sa main gauche. En analysant cet élément, on découvre que Alexa a tenté d'appeler le 911 au cours de l'attaque. Le mandat de perquisition révèle qu'un appel d'urgence a été enregistré ce matin-là. Les opérateurs ont entendu des cris en arrière-plan, mais l'appel était chaotique, rendant impossible de comprendre précisément ce qui se passait. Peu après, d'autres voisins ont appelé le 911 pour signaler l'incident, confirmant donc la gravité de la situation. Cependant, un détail persiste. Le téléphone de Louisa est introuvable. Le truc s'est envolé. Pendant son interrogatoire, Louisa laisse échapper une série de déclarations incohérente. Elle affirme qu'elle a fait des choses avec le diable, elle dit qu'elle a consommé de nombreuses substances, mais elle ne veut pas dire lesquelles. Elle confie aussi qu'elle n'a pas dormi depuis plusieurs jours, et ce, avant le meurtre. Son comportement lors de l'interrogatoire est pour le moins déroutant. Par moments, elle récite obsessionnellement la prière du « Je vous salue Marie » en espagnol, répétant les mots encore et encore. Et à d'autres moments, elle essaye de mettre toute sa main dans sa bouche, un geste aussi étrange qu'inquiétant. Est-elle encore sous drogue ? Les enquêteurs décrivent Louisa comme oscillant entre des moments de lucidité apparente, où elle exprime des remords sincères, et des périodes de confusion totale, marquées par des propos décousus sur l'apocalypse. Tout au long de l'interrogatoire, elle reconnaît à plusieurs reprises être l'auteur du meurtre, mais elle ne fournit jamais de raison claire pour expliquer pourquoi elle a tué sa meilleure amie. Face aux preuves accablantes et aux aveux, elle est évidemment accusée du meurtre au 2e degré. Plutôt que de prolonger le procès, elle choisit d'assumer pleinement ses responsabilités en plaidant coupable. Cette décision conduit à une condamnation à 40 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Lors de son audience, Louisa prend la parole pour exprimer des excuses publiques, une rare tentative de réparation face à l'ampleur de son acte. Les larmes aux yeux, elle dit « Il n'y a pas de mots pour cette tragédie, et mon cœur est rempli de chagrin et de douleur. Je suis de tout cœur avec la famille Cannon. Je suis tellement désolée. J'en assume l'entière responsabilité. Encore une fois, je suis désolée pour cette tragédie. J'aimerais remercier mes parents et mes amis d'être à mes côtés. J'en suis vraiment reconnaissante. » Ces mots semblent très sincères, mais ne suffisent absolument pas à combler le vide laissé par la perte d'Alexa. Malgré les aveux de Louisa et les éléments recueillis au cours de l'enquête, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Est-ce que l'impact des substances, le manque de sommeil, une éventuelle détresse psychologique ont joué un rôle là-dedans parce qu'aucun motif n'a été confirmé?
Cette histoire reste une tragédie et une incompréhension, un rappel de la fragilité des relations humaines et des conséquences dévastatrices que peuvent avoir les luttes personnelles lorsqu'elles ne sont pas reconnues à temps. Pour cette deuxième histoire, je vais vous parler de quelque chose qui a été assez médiatisé il y a un certain moment. D'ailleurs, on en avait également fait une vidéo sur notre chaîne, mais j'avais envie de la refaire avec plus de recul et surtout aujourd'hui où on voit que tout ce qui peut se passer en ligne peut être vraiment compliqué. Donc si vous l'avez déjà entendu, je vous conseille quand même d'écouter celle-ci, je l'ai écrite vraiment différemment. On parle de quelque chose qui commence comme une relation amicale entre deux jeunes connectés sur les réseaux sociaux et qui se termine dans une tragédie inimaginable. La jalousie obsessionnelle de Brandon Andrew Clark a conduit à un acte de violence brutal, laissant une adolescente de 17 ans, Bianca Devins, sans vie sur la banquette arrière de sa voiture. Bianca grandit à Utica, une petite ville dans l'État de New York. C'était une jeune femme intelligente, pleine d'espoir, qui prévoyait d'étudier la psychologie au Mohawk Valley Community College. Cependant, comme beaucoup de jeunes de son âge, Bianca luttait contre des problèmes de santé mentale, notamment la dépression et l'anxiété. Cherchant une échappatoire à son isolement, elle s'est tournée vers des plateformes numériques comme Instagram, Discord ou 4chan, où elle trouve un espace pour s'exprimer et se connecter avec d'autres. C'est dans cet univers en ligne qu'elle croise le chemin de Brandon Andrew Clark. Leur rencontre a lieu en 2019. Sur Instagram, Brandon commence à suivre Bianca. Au fil des mois, ils échangent des messages, ils développent une relation virtuelle et leur première rencontre en personne se produit à l'occasion d'une fête célébrant la remise de diplôme de Bianca. Bien que Brandon nourrit des sentiments romantiques pour elle, elle lui explique clairement qu'elle ne souhaite qu'une amitié. Cependant, il ignore ses limites et se réfère parfois à elle comme sa petite amie. En fait, il fait littéralement une illusion sur la nature de leur relation. On est toujours en 2019, le 13 juillet, Bianca et Brandon assistent à un concert de Nicole de la Ginger dans le Queens. Ce soir-là, Bianca prévoit de rencontrer Alex, un autre ami qu'elle a connu en ligne. Lorsque Brandon voit Bianca embrasser Alex, il est submergé par la jalousie. Franchement, ça le rend foudrage. Sur le chemin de retour, alors que Bianca dort sur la banquette arrière, Brandon rumine de ce qu'il a vu au concert. Et incapable de contenir sa colère, il la réveille brusquement pour la confronter. Elle s'excuse, elle lui rappelle qu'ils ne sont pas en couple, mais ses paroles attisent davantage la colère de Brandon, qu'il accuse de l'avoir utilisée et de l'avoir trahi. Ce qui suit est un acte de violence froid et limite prémédité. Brandon installe son téléphone sur le tableau de bord et il enregistre leur interaction. Bianca, de son côté, est de plus en plus inquiète. Elle menace de quitter la voiture et de rentrer chez elle à pied s'il ne la ramène pas, parce qu'il semblait vraiment changer de trajectoire. Au lieu de répondre à sa demande, Brandon sort un couteau dissimulé sous son siège et il l'attaque brutalement. Il lui coupe la gorge alors que la caméra est en train de filmer. Il capture cette horrible scène sur son téléphone. Bianca succombe à ses blessures après plusieurs coups, s'effondrant sans vie. Dans un acte glaçant, Brandon met son téléphone sur le côté et commence à préparer la scène. Après le meurtre, il écoute la chanson Test Drive de Joji tout en essayant de maintenir un calme apparent. Il dispose le corps de Bianca sur une bâche, arrange le siège et prend des photos qu'il poste sur un serveur Discord privé. Avec une légende, il écrit « Désolé les connards, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre pour orbiter ». Je pense que la traduction que j'ai faite a été mal faite, mais ce qu'il voulait faire comprendre, c'est que Bianca ne sera plus disponible pour personne, étant donné qu'il l'a tuée. Est-ce que vous voyez à quel point c'est tordu ou pas ? Les photos sont choquantes. Elles montrent le corps de Bianca, ses blessures de manière explicite. Ce sont des images qui sont partagées sur Internet et qui deviennent vraiment virales, qui amplifient l'horreur de son acte. Les conséquences du meurtre de Bianca ont rapidement débordé Internet. Ça a amplifié le choc de cette tragédie. Les membres du groupe Discord où Brandon avait partagé les photos sont divisés entre horreur et incrédulité. Certains connaissaient personnellement Bianca, rendant cet impact émotionnel encore plus dévastateur. Ces images graphiques insoutenables ont circulé sur plein d'autres réseaux. Dans un acte cruel, certaines personnes du groupe ont envoyé ces photos à la famille de Bianca,
ajoutant une douleur à ce traumatisme qui était déjà beaucoup trop grave. D'autres utilisateurs horrifiés ont heureusement alerté les autorités. Peu après l'acte, Brandon passe un appel téléphonique à sa famille. Ses paroles ressemblent à une note de suicide à ce moment, donc il suscite l'inquiétude de tous ses proches, qui eux aussi passent un coup de téléphone, mais envers la police. Peu de temps après, c'est lui-même qui contacte les forces de l'ordre et il prononce ces mots. Je cite « Je m'appelle Brandon. La victime est Bianca Michelle Devins. Je ne vais pas rester longtemps au téléphone. Je dois encore faire la partie suicide de mon meurtre-suicide. » Les autorités, heureusement, localisent très rapidement Brandon et Bianca dans une zone boisée au bout d'une route résidentielle. À leur arrivée, les agents trouvent Brandon allongé sur la bâche qui recouvre le corps sans vie de Bianca. À côté de lui, un message écrit en peinture à aérosol sur le sol attire l'attention. Puissiez-vous ne jamais m'oublier. Est-ce que son but était de devenir un tueur célèbre ? Malgré des blessures auto-infligées assez graves, il est toujours en vie. Les secouristes interviennent rapidement et le transportent d'urgence à l'hôpital où il subit une intervention chirurgicale qui sauve sa vie. Le lendemain, alors qu'il se remet de ses blessures, il est officiellement accusé du meurtre de Bianca Devins. Une enquête approfondie sur son téléphone et ses activités sur les réseaux sociaux révèle un niveau inquiétant de préméditation. C'est-à-dire que d'après ce que je vais vous dire et d'après ce qu'on a trouvé, il aurait en fait prévu son crime depuis le début. Les enquêteurs découvrent que des mois avant le meurtre, il avait recherché des méthodes pour cibler l'artère carotide et des méthodes sur comment tuer quelqu'un rapidement. Ces recherches indiquent une fascination macabre pour la violence et aussi une planification minutieuse de son crime. Sur les réseaux sociaux, il avait aussi cherché le nom de Bianca à de nombreuses reprises, enregistrant des photos d'elle, montrant des signes de fixation obsessionnelle. Il était obsédé par elle. Plus troublant encore, une liste de contrôles trouvée sur son téléphone décrivait en détail toutes les étapes qu'il avait prévues pour la fameuse journée, suggérant une intention claire et délibérée de venir à bout de Bianca. La brutalité de ce meurtre, combinée à son exploitation sur les réseaux sociaux, souligne non seulement la profondeur de l'obsession de Brandon, mais aussi l'impact dévastateur de la viralité des contenus en ligne. Cette tragédie expose une réalité sombre que j'avais justement pas mis en avant la première fois. Lorsque des comportements inquiétants passent inaperçus ou sont minimisés, les conséquences sont d'autant plus fatales. Bianca était une adolescente vive, elle était pleine de promesses, elle était devenue victime de l'obsession, de la violence et de la cruauté exacerbée par tous ces outils numériques qui laissent encore aujourd'hui, si vous faites des recherches vous le verrez, un vide irréparable dans la vie des proches qui marque totalement une société également. En 2019, le 29 juillet, 2 semaines après cet horrible meurtre, Brandon plaide non coupable aux accusations de meurtre au 2e degré. En février 2020, quelques jours avant le début de son procès, il change de plaidoyer et reconnaît finalement la culpabilité. Cette reconnaissance épargne à la famille Devins des souffrances supplémentaires d'un procès qui aurait pu être très long. Malgré ça, il tente une nouvelle fois de modifier son plaidoyer au mois de juin 2020. Il cherche à revenir à une déclaration de non-culpabilité. Sa requête est fermement rejetée par le juge qui rappelle que l'accusé a déjà admis avoir une responsabilité dans ce crime. En raison des restrictions liées à la pandémie, le processus judiciaire s'éternise. Initialement prévu pour septembre 2020, la condamnation est repoussée plusieurs fois et ce n'est que le 16 mars 2021 que la sentence tombe. Brandon Andrew Clark est condamné à une peine de 25 ans de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 2046. Et justement, là, on a des petits updates par rapport à l'affaire que je vous avais fait. Pendant son incarcération, il aurait écrit une lettre à un ami, une missive qui révèle davantage par rapport à son état d'esprit. Dans cette lettre, il se vante de son acte. Il décrit avec froideur ce que c'est de tuer quelqu'un. Ces mots glaçants éclairent le véritable motif derrière son crime. Une incapacité à supporter l'idée qu'elle s'éloigne de lui ou le rejette. Ces révélations, cette lettre, ajoute une couche de douleur pour la famille de Bianca, notamment sa mère, Kim Devins, qui continue de porter le poids de cette tragédie. En plus de la perte de sa fille, Kim a été confrontée à une autre épreuve, la diffusion continue des images horribles du meurtre sur les réseaux. Malgré leurs efforts pour supprimer le contenu, les images réapparaissent sans cesse.
témoignant de l'inefficacité des plateformes à gérer ce type de contenu. Et honnêtement, je me rappelle que quand j'avais fait pour la première fois cette vidéo et qu'on avait fait le montage, on était tombé sur les images. Tu peux les trouver absolument partout. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Là, quand j'ai pris les images pour cette vidéo-ci, je ne les ai pas trouvées. Mais je n'ai pas cherché autant que j'avais cherché la première fois, justement pour ne pas retomber dessus et pour respecter la famille. Kim a transformé sa douleur en action. Elle milite pour une meilleure régulation des réseaux sociaux et elle pousse les entreprises à prendre leurs responsabilités dans la surveillance des contenus publiés. L'un de ses premiers succès a été l'ajout par Instagram d'une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de bloquer les messages directs provenant d'inconnus. En collaboration avec un ancien membre du Congrès, Anthony Brindisi, Kim a travaillé sur une législation baptisée la loi Bianca. Ce projet propose que toutes les plateformes de médias sociaux ayant plus de 100 000 utilisateurs mensuels disposent d'un bureau dédié à la détection et à la suppression des contenus violents. Si cette loi est adoptée, elle marquera un pas beaucoup plus intéressant sur Internet, histoire d'avoir plus de sécurité. Le meurtre de Bianca Devins à l'âge de 17 ans n'est pas seulement une tragédie personnelle. C'est aussi un signal d'alarme des dangers, des relations toxiques, de l'obsession maladive et aussi de vouloir se vanter de commettre de tels actes sur les réseaux sociaux. Il faut établir des limites saines et chercher de l'aide lorsqu'une situation devient inquiétante. En rendant hommage à Bianca, sa famille espère que son histoire pourra sauver d'autres vies, inspirer des changements dans la façon dont nous gérons les contenus en ligne et sensibiliser sur les dangers des relations abusives et du harcèlement. Pour cette dernière histoire, je vous parle de quelque chose qui m'a énormément horrifié. Alors, je sais qu'il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo où à l'intérieur, je vous parlais d'une maman qui avait cuit son bébé dans le micro-ondes. Eh bien, croyez-le ou non, mais on est sur quelque chose de similaire ici. Je vais essayer de ne pas écorcher les noms. Henry Cho Oi Leung est né en 1983, le 7 juin à Hong Kong, et c'est le plus jeune enfant de Glory Cho Wing Ki et de Moon Seo Wet Yi. Il avait un frère aîné, Cho Oi Ying. La famille, bien qu'issue d'un milieu modeste, s'efforçait d'offrir une vie confortable et une éducation de qualité aux enfants. Les parents d'Henry valorisaient fortement l'éducation, un pilier culturel pour de nombreuses familles asiatiques. Ils inscrivirent leurs fils dans des écoles privées, ils leur ont offert des cours de piano, notamment à Henry, et ils espéraient qu'il excellerait dans le piano. Cependant, lui, il percevait ses efforts comme des contraintes plutôt que des opportunités. Dès son jeune âge, il a commencé à nourrir un ressentiment immense envers ses parents pour ce qu'il considérait comme une pression injustifiée, en particulier concernant les leçons de piano. Pendant ses années de lycée, Henry a eu des difficultés, tant sur le plan scolaire que social. Il échoua à l'examen de certificat d'éducation de Hong Kong, un tournant qui marque le début de son éloignement progressif envers sa famille. En voulant lui donner une seconde chance, ses parents l'envoient en Australie pour étudier les mathématiques. Malheureusement, son expérience là-bas a été désastreuse. Soumis à des intimidations constantes, il abandonne ses études en 2003 à l'âge de 20 ans. De retour à Hong Kong, Henry ment à ses parents. Il dit qu'il a obtenu son diplôme. Mais la vérité sort très vite. Et plutôt que de le rejeter, Glory et Moon décident de lui donner une autre chance en s'inscrivant dans une université locale. Malgré ce soutien, Henry continue d'échouer. Ses échecs répétés le poussent à se retirer de la réalité, trouvant refuge en ligne dans les jeux vidéo. Ce monde virtuel devint son échappatoire, un endroit où il ressentait un semblant de respect et d'acceptation. Et dans l'univers numérique, il développe des relations superficielles avec un petit cercle d'amis en ligne. Cependant, son comportement devint de plus en plus troublant. Il manifeste une obsession pour l'idéologie nazie. Il utilise même une photo d'Adolf Hitler comme image de profil sur MSN. Son frère aîné, Cho Woo-wing, décrit Henry comme quelqu'un qui vit dans une réalité parallèle, qui manipule les autres pour servir ses propres intérêts. Ces traits de caractère se manifestent également dans ses relations amoureuses. Bien qu'il ait eu plusieurs petites amies, ses relations échouaient systématiquement en raison de son manque d'affection et de considération. Un événement marquant de cette période a été lorsqu'une de ses partenaires est tombée enceinte. Plutôt que d'assumer, Henry a mis abruptement fin à la relation et il a coupé tout contact avec elle, abandonnant à la fois la mère et l'enfant. Sur le plan professionnel, il n'a pas réussi mieux que ça. Il accumule une série d'emplois, mais il n'arrive pas à les garder, il ne peut pas maintenir un poste plus de quelques semaines. Sa vie professionnelle chaotique reflétait son incapacité
à s'engager ou à trouver un équilibre dans la vie. C'est au cours d'un de ses emplois qu'il a fait la connaissance d'Angus Tse Chung Kei. Cette rencontre marque un tournant dans la trajectoire déjà très inquiétante de sa vie. Angus Tse Chung Kei, un homme de 35 ans, était connu pour sa douceur et sa nature très calme. Pourtant, sa vie a été marquée par des échecs personnels dévastateurs. Après avoir été escroqué par une femme en Nouvelle-Zélande, il a découvert que sa nouvelle épouse indonésienne était déjà mariée à 2 autres hommes et il s'est retourné vers Hong Kong en 2010 en étant totalement brisé. Ces traumatismes émotionnels le mènent à tenter de mettre fin à ses jours à 3 reprises. Bien que sa sœur l'ait sauvé à chaque fois, les tentatives laissent évidemment des séquelles irréversibles, des lésions cérébrales qui affectent sa mémoire et sa capacité cognitive. Malgré ces difficultés, Angus poursuit une vie discrète. Et sa rencontre avec Henry, qu'il a initialement connu en 2007 dans une entreprise commune, allait sceller son destin. Ils se reconnectent les deux ensemble en 2010 et leur interaction évolue vers une sorte de collaboration macabre. En septembre 2012, Henry vit un point critique. Ses parents, ils sont exaspérés par son manque de direction, ses échecs répétés, et je vous le rappelle, eux, ils étaient là vraiment pour inculquer une bonne éducation, des valeurs, faire en sorte que leur enfant puisse réussir dans la vie. Donc ils en ont eu marre et ils l'ont expulsé de la maison. Cette situation l'a poussé à envisager le suicide. À ce moment-là, il se tourne vers Angus. Il trouve en lui une oreille compatissante et aussi un compagnon qui partage une douleur similaire. Leur relation, d'abord centrée sur le soutien mutuel face à leurs échecs, a pris une tournure macabre sous l'influence d'Henry. Il guide leur conversation vers un ton et un plan un peu plus meurtriers. Les discussions étaient principalement menées sur MSN et elles sont devenues de plus en plus détaillées. Henry, qui dominait les échanges, convainc Angus de participer à son projet sinistre. En octobre 2012, Henry et Angus dressent une liste d'achats, incluant divers outils nécessaires à la mise en œuvre de leur plan. Ils notent également des méthodes précises pour saigner et démembrer un corps, et ils documentent tout ça dans un cahier. Afin de brouiller les pistes, ils ont acheté une nouvelle carte SIM, ils utilisent des numéros totalement inconnus pour leur communication liée à leur plan. On est sur des mois de préparation qui témoignent d'une froideur calculée, particulièrement de la part d'Henry, qui semble s'investir davantage dans chaque détail logistique de ce crime plutôt que dans son avenir. Le matin du 1er mars 2013, Henry met son plan à exécution. Il convoque ses parents, Glory et Moon, pour venir visiter un appartement qu'il prétend avoir loué à Tai Kok Tsui. Il leur promet qu'il pourrait enfin constater qu'il prend des responsabilités et qu'il commence une nouvelle vie. Glory et Moon, toujours bienveillants malgré de nombreuses déceptions par rapport à leur fils, ont été accueillis à l'appartement sans jamais savoir qu'ils ne quitteraient jamais les lieux. Le déroulement exact de ce qui s'est passé ensuite reste flou, mais ce qui est certain, c'est que ce jour-là, Glory et Moon furent brutalement assassinés. L'histoire troublante de Henry et le meurtre de ses parents a laissé une marque indélébile sur Hong Kong. Elle illustre les effets dévastateurs et destructeurs de la manipulation, de la haine non résolue et des troubles mentaux graves. Voici un résumé et une analyse des points clés de cette affaire. Après le meurtre, Henry a orchestré une campagne publique pour retrouver ses parents disparus. Donc une mascarade qui inclut une page Facebook, des interrogatoires avec des médias, des actions littéralement destinées à détourner tout soupçon. En parallèle, il confie à des amis via WhatsApp tous les détails du crime. Il démontre une dissociation froide entre son apparente recherche et son propre rôle dans cette histoire. La police fouille l'appartement d'Angus Tse et il découvre une scène cauchemardesque. Les restes des victimes avaient été démembrés, cuits dans le micro-ondes et empaquetés dans des boîtes en polystyrène. C'est horrible. Ces actes témoignent d'une tentative perverse de déshumaniser les victimes et d'effacer les preuves, tout en reflétant l'état d'esprit dérangé d'Henry. Les outils retrouvés sur place, une scie, des couteaux, il y en avait 7, des sacs de sable et du ciment, soulignent une planification méticuleuse. Henry avait également tenté de piéger Angus en plaçant le cahier, vous savez le cahier où il y avait tous leurs plans et toutes leurs recherches, sous son lit. Mais ses aveux ultérieurs ont annihilé cette stratégie. On a évidemment fait une évaluation psychologique de Henry qui a révélé un trouble de la personnalité marqué par un narcissisme extrême. En fait, il voyait le meurtre de ses parents comme un moyen de rompre les liens émotionnels et de renaître.
Donc, pour vous la dire un peu plus simplement, je pense qu'il avait en fait une énorme pression sur lui avec tout ce que ses parents voulaient de lui, qu'il réussisse, etc. Et que pour Henri, le seul moyen de rompre ça était de les tuer, de les démembrer et visiblement de les cuire. Et justement, c'est ça qui me dit, c'est peut-être trop, tu vois, parce que s'il voulait s'en débarrasser pour rompre les liens, pourquoi tu vas jusqu'à les démembrer et les cuire? Son ressentiment envers son père, qu'il qualifie d'arrogant, et sa mère, qu'il percevait comme déçue de lui, était au cœur de sa haine. Ces émotions, combinées à son incapacité à répondre aux attentes culturelles et familiales, semblent avoir catalysé sa descente dans la violence. Angus, bien qu'acquitté du double meurtre, a été reconnu coupable d'avoir aidé Henri à se débarrasser des corps. Sa défense était qu'il avait agi sous la menace de mort contre sa propre mère et elle a été jugée crédible. Cette décision reflète la complexité de son rôle. Était-il un complice volontaire, une victime manipulée par un individu narcissique et dangereux? Le juge a conclu qu'il était plus une marionnette qu'un partenaire dans les meurtres. Au niveau des condamnations, Henri a eu la prison à vie, plus 9 ans et 4 autres mois. Angus, lui, a eu 1 an pour obstruction à un enterrement légal. Le frère aîné d'Henri, Cho Won-ying, a perdu à la fois ses parents et son frère dans cette tragédie. Ce double deuil est une facette souvent oubliée, mais dans de tels cas, ça illustre l'effet d'entraînement de la violence familiale. Ce crime dépasse la simple violence. On est sur des thèmes beaucoup plus profonds. L'échec des systèmes, le soutien mental qui n'était pas là, la pression culturelle liée à la réussite, la manière dont les troubles psychologiques peuvent dégénérer en tragédie extrême. Le cas Henri Cho rappelle que sous des échecs accumulés et des rancunes enfouies peuvent se cacher des dangers bien réels. Il soulève également des questions importantes sur la manière dont la société peut intervenir plus efficacement pour identifier et prévenir de telles tragédies. Voilà tout le monde pour cette vidéo qui comportait 3 histoires absolument horribles qui, pour moi, traitent toutes de la manipulation. Raison pour laquelle j'ai mis ces 3-ci dans cette même vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé, je suis quasiment sûr que vous en avez au moins entendu déjà 2 des 3. Raison pour laquelle j'ai vraiment essayé d'écrire le script différemment que ce que j'ai pu voir, etc. En mêlant aussi ceci à des problèmes culturels, à des problèmes de société. Donc j'ai vraiment hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Si cette vidéo et ces 3 affaires vous ont intéressé et intrigué, n'oubliez pas de liker pour vraiment nous soutenir. Ça aide tellement à faire découvrir les vidéos, vous n'avez pas idée. Abonnez-vous juste en dessous pour nous faire atteindre 60 000 si jamais vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît entre guillemets, mais si vous aimez bien quand il y a plusieurs histoires dans une vidéo. Qui généralement en plus du coup rend une vidéo plus longue me concernant parce que je prends plusieurs petites histoires, mais à la longue j'arrête pas de parler. J'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo horrifique et jusque-là, prenez grand soin de vous.